Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ces 2 heures d'infos, le 10h midi avec Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Et notre invité aujourd'hui, c'est Jamie Gourmaud. Bonjour, le monde de Jamie, ce soir sur France 3 à 21h05. Vous intéressez au froid. Quand le thermomètre chute. On va en parler avec vous quand l'hiver se déchaîne, comment faire face. Vous avez regardé la télé hier soir ? Non, hier soir j'étais dans le train. Ah, donc pas de télé. Ouais. Ouais, parce que je donne les audiences, donc ça m'aurait permis de vous dire, ce que vous avez regardé a fonctionné ou pas. Le carton du week-end, en tout cas, c'était, à votre avis, pour le match de rugby. 5 765 000 téléspectateurs, 36% de part d'audience pour le match du tournoi des 6 nations entre le Pays de Galles et la France. Vous avez regardé ? Alors, j'ai regardé la fin, voilà, avec une belle victoire la France, oui. De justesse, mais ça fait quand même plaisir. Vous regardez le sport, vous aimez le rugby ou c'est parce que c'était la France ? Alors, un peu des deux, mais parmi les sports que je suis, il y a le rugby. Voilà. Plus que d'autres sports. En tout cas, ça a bien marché et puis ça a dopé l'audience du JT de France 2 qui a battu celui de TF1 samedi soir. 5 494 000 téléspectateurs pour Laurent Delahousse, 150 000 de plus que celui d'Audrey Crespo-Mara sur TF1. C'est assez rare pour être signalé. TF1 leader vendredi soir avec Koh-Lanta. Vous regardez ça ou pas ? Non, bon. L'île des héros, 1 500 000 de plus que la semaine précédente, mais 1 million de téléspectateurs de moins que le lancement de la dernière saison. C'est la deuxième plus basse audience historique pour un lancement de Koh-Lanta. Vous voyez que Rémi est revenu, Rémi Pernelet. Oui. Donc j'ai plein de détails. La plus basse... je crois que les gens ont pris l'habitude de regarder le replay et on était dans une période de vacances. Oui, justement, on peut se dire qu'il y aurait eu des enfants devant la télé. Plus mauvais démarrage, plus mauvais démarrage depuis très longtemps. Et puis un bon score pour TF1 hier soir avec le film Les Gardiens de la Galaxie 2, 4 864 000 téléspectateurs. Le Gadin, c'est pour France 3 ce week-end, vendredi soir, avec 1 million de téléspectateurs pour les victoires de la musique. Alors, moi, je dis que c'est pas un gadin, parce que je trouve ça pas mal quand même de rassembler 1 million de personnes autour de la musique classique, non ? Vous en pensez quoi, Jamie Gourmaud ? J'en pense exactement la même chose que vous. Je trouve que c'est courageux, c'est bien pour le service public. Oui, absolument. Donc c'est vrai que ça fait moins d'audience qu'un téléfilm ou une fiction, mais bon. Mais je pense que l'intention au départ, c'est évidemment de réunir le plus grand nombre de téléspectateurs, mais on ne se fait pas d'illusions, on ne va pas faire 5 millions de téléspectateurs avec une émission sur les victoires de la musique classique. Mais c'est le rôle du service public. Mais c'est son rôle. Mais déjà 1 million de téléspectateurs qui s'intéressent à la musique classique, c'est très bien. Ouais, c'est pas. Du coup, c'était qui le meilleur musicien de l'année ? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais vous avez regardé, Gilles ? Non, je n'ai pas regardé. Voilà, pensez vous coller, mais non. Qu'avez-vous regardé ? 0826 300 300. On a Aleïka, bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour. Oui, moi, bien sûr, Koh-Lanta, par curiosité, voir s'ils avaient changé éventuellement de concept, c'était le cas. Il est vrai que c'est une télé-réalité, mais c'est divertissant. Ouais. Par contre, il faudrait peut-être dire dans leur régie à eux que le fond sonore est bien trop puissant, il couvre bien souvent les voix, et on perçoit à peine ce que dit Denis Brognard et les candidats. Voyez. Ah oui, vous trouvez que le son est mal... Ça, c'est pénible, parce qu'en même temps, ils lancent, on ne sait pas pourquoi. On est quand même sur une île déserte, donc il faut rester un peu nature, non ? La musique n'est pas faite en live. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec leur musique, mais bon, voilà. Mais ce Koh-Lanta permet pas mal de rebondissements. Oui. Dans ce sens que on a des candidats qui sont tellement différents. Notamment Ahmad qui m'a surpris parce qu'en fait il délègue beaucoup et je trouve qu'il il est assez stratège et finalement il a fait partir Joseph qui était bien sûr très en colère. Oui. Non, mais c'est tout l'objectif justement de créer du suspense et une certaine émulation entre les candidats. Et Ahmad qui ne sait pas nager, ce qui est assez c'est compliqué. Enfin, c'est pas qu'il ne sait pas nager, c'est qu'en fait quand vous faites les tests pour Koh-Lanta, vous faites des tests en piscine et les tests en piscine ne sont pas les mêmes que les tests en mer. Il a peur des vagues. Ça c'est compliqué. Merci beaucoup Aleïka, merci à vous. Qu'est-ce que vous regardez alors en général, vous, Jamie ? Vous êtes un téléphage ? Je suis pas un téléphage. Il se trouve que je fais
pas mal de choses dans ma vie et que j'ai pas forcément toujours le temps de regarder la télévision. Alors, je regarde le replay très souvent. Alors, beaucoup des magazines, des films de temps en temps. Et puis, la télé-réalité, c'est pas trop mon truc. Ça ne veut pas dire que j'y suis opposé. Mais je pense qu'une émission comme Koh-Lanta, il faut rentrer dedans. Et puis, une fois qu'on est accroché, on y reste. Mais dans la mesure où je sais que je n'aurai pas le temps de suivre tous les épisodes. Donc, à un moment donné, on renonce. Et Netflix et autres, Amazon Prime, si vous êtes tombé dans le chaudron des séries. Je suis tombé dans le chaudron des séries. Vous avez regardé quoi, The Crown? Vous avez regardé quoi sur The Crown, absolument. J'ai adoré la série Narcos. Mais il y en a d'autres, les séries françaises qui sont Le Bureau des légendes. Bien sûr. Engrenage. Engrenage, moins. Baron Noir, j'adore. Ah, Baron Noir, c'est super. C'est très bien. Et est-ce que vous avez regardé la nouvelle version de C'est pas sorcier sur France 4 ? Oui, j'ai regardé. Alors, vous en pensez quoi de vos successeurs ? Est-ce que ça vous embête qu'ils aient la même marque ? Pas du tout. Je trouve que ça ressemble beaucoup trop à C'est pas sorcier. Voilà. Je trouve que c'est dommage de ne pas avoir inventé autre chose. C'est-à-dire qu'on a gardé le titre, on a essayé de faire un copier-coller. Pourquoi pas vous, d'ailleurs, dedans ? Je ne sais pas. Vous n'avez pas la réponse. C'est une blessure, en fait. Vous auriez aimé continuer. Écoutez, c'est un sujet sur lequel j'ai pas envie de m'étendre parce que... Mais c'est douloureux, on sent. Les émissions que je fabrique en ce moment me préoccupent davantage. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, se tourner vers l'avenir. Quel plaisir de retrouver l'excellent Jamie Gourmaud dans cette excellente émission. C'est notre ami Jean de Rideau qui nous écoute et qui dit ça. Merci. Brigitte dit Jamie, que devient Marcel? Elle se repose. C'est le camion, Marcel. Voilà, c'est le camion. Et on va reparler tout à l'heure donc de l'émission de ce soir, Le Monde de Jamie, donc où vous avez été voir des gens un peu dingues quand même et qui s'adaptent au froid d'une façon assez saisissante. Peut-être un mot quand même sur vos débuts à la télé. C'était quand? 1994. Et c'était la première fois qu'on vous a vu à la télé? C'était dans la première version de C'est pas sorcier. Ah ouais. Voilà. Et comment vous êtes arrivé là? Un peu par hasard, grâce à une personne qui, en partie, qui nous a quittés il y a quelques heures, Hervé Bourges, qui avait souhaité qu'il y ait une émission pédagogique destinée aux enfants, mais pas qu'aux enfants, aux profanes. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a proposé avec Fred le concept de C'est pas sorcier. Ah oui, et donc mais vous êtes arrivé comment? Vous faisiez quoi avant? Alors avant, moi j'ai été JRI pendant de nombreuses années. Donc journaliste, reporter d'images, vous tout filmiez. Voilà, j'étais plutôt de l'autre côté de la caméra. Et puis un jour avec Fred, en travaillant tous les deux sur une émission de science, mais qui avait un format plutôt classique avec des plateaux et puis des reportages, qui étaient destinés justement à faire un peu de pédagogie. On avait le sentiment que on n'allait pas au bout de ce que l'on voulait faire, et c'est comme ça que, on a essayé d'imaginer un programme idéal qu'on est allé présenter à France Télévisions. Et qui a accroché. Ouais. Et c'était une autre époque aussi, on ne se lasse pas de le dire, pour les plus anciens qui avons connu cette télé d'avant, où on pouvait accepter des formats nouveaux qui n'étaient pas importés des États-Unis, et où on faisait confiance aux animateurs. Cantou nous dit ce soir, pour ma part, je serai sur la 3. Bravo Jamie pour vos émissions. Et vive le rugby. Bah oui, vive le rugby. Et puis, Corinne nous dit, et c'est vrai que les enfants en apprenaient davantage sur certains sujets qu'à l'école ou dans les livres. Vous aviez un vrai rôle. C'est vraiment dommage que l'émission ce soit... Oui, absolument. Gilles, on va passer au zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. C'est du jamais vu dans le premier épisode de Koh-Lanta. Alors, vous savez, Valérie et Jamie, celui qui fait le feu est considéré comme un dieu. Du coup, Joseph s'est octroyé cette mission de faire le feu. Ça n'a pas suffi à compenser son caractère. Et apprenant qu'il allait être éliminé, foudrage, vous savez ce qu'il a fait? Il a éteint le feu et écoutez. Hier ce soir au conseil, puisque je sais que je suis éliminé et qu'il ne mérite pas ce feu, je vais l'éteindre totalement. Un acte inédit dans toute l'aventure Koh-Lanta. Ah, t'es un enfoiré là. Eh ouais, si j'ai fait le feu, j'ai passé 3 jours. Je le referai. C'est puéril, c'est enfantin, c'est... Ah, c'est... Nananananer, c'est bien fait. C'est samedi, ça a beaucoup chanté. En commençant dans les vestiaires du 15 de France, célébrons leur victoire face au Pays de Galles.
Et ça a aussi chanté sur TF1 avec Sarah. Alors Sarah, c'est assez étonnant parce qu'elle avait chanté dans Voice Kids à 14 ans et elle est revenue hier, samedi soir, dans The Voice. Elle a désormais 20 ans. Je vous ai mis les 2 extraits de chant à 6 ans et à 20 ans. Just give me a reason, just a little bit's enough. C'était mon tout premier concours de chant, ma toute première télé. C'était une des premières scènes et ça reste une des plus belles expériences de ma vie. Des souvenirs éblouissants. On a une génération The Voice maintenant, avec ceux qui étaient enfants et qui sont adultes maintenant. Ça a aussi déchanté samedi. Emmanuel Macron qui, durant son périple au Salon de l'Agriculture, a évidemment rencontré des gilets jaunes qui l'ont interpellé. Vous parlez de démocratie, soyez vraiment démocratique. Mais la démocratie, vous savez, c'est ce qu'on fait avec la Convention citoyenne, c'est ce qu'on fait avec des parlementaires qui sont élus et qui choisissent, c'est la démocratie. Elle est pas... Non, c'est pas une réelle démocratie. Regardez, vous avez tout le monde dans la rue. Vous avez du monde dans la rue. Je ne crois pas qu'il y ait tant de monde que ça dans la rue, je suis très sensible. Venez dans la rue. Alors moi j'ai trop de travail malheureusement pour pouvoir venir dans la rue. Moi aussi j'en ai du travail, je fais 6 jours sur 7. Et moi je vous écoute. Oui. Et moi aussi, je vous entends. Et donc j'essaie de vous dire que parfois aussi vous êtes en colère sur des choses qui ne sont pas vraies. Et à l'opposé des gilets jaunes, Nabila qui pourrait s'offrir un gilet or. En effet, la Bimbo va présenter Love Island sur la plateforme Amazon Prime. Et Maxime Guény dans TPMP a révélé son salaire. Nabila a réussi à négocier l'un des plus gros cachets jamais signés pour une animatrice. Près d'1 million d'euros. Combien ? Près d'1 million d'euros pour un mois de tournage. 500 000 dans chaque fesse. Eh oui, c'est beaucoup. Ça va, 1 million, ça elle fait aurait du signé aussi une deuxième saison, donc 1 million supplémentaire. Plus un documentaire exclusif tourné autour de Nabila pour Amazon Prime Video. C'est ce que vous faites, j'ai mis sur France 3 1 million à peu près de salaire. Il faudrait réaliser un paquet de monde de jeunes. Mais comment c'est possible de payer aussi cher en termes de production, non ? Ça paraît... Parce que je pense que c'est Amazon Prime et qu'ils ont besoin de faire des coûts et que la plateforme a beaucoup d'argent et qu'ils ont besoin d'attirer. Love Island, c'est vraiment leur format fort, qui est un format de télé-réalité, donc ils se sont offerts une star. Bon, alors vous, c'est une autre forme de télé-réalité, c'est presque de la télé-réalité quand même. Jamie Gourmaud, ce soir, on va vous retrouver... On va vous retrouver donc dans le monde de Jamie, quand l'hiver se déchaîne, comment faire face. Vous vous êtes mis dans des conditions extrêmes, vous êtes allé dans le Grand Nord, on voit Églantine Émeillé qui prend des cours de conduite sur glace. Vous êtes intéressé au froid. Oui. Au froid et au fait que notre corps peut s'habituer à ce froid. Absolument. Certains d'entre nous. Ça peut sembler un peu paradoxal. On parle de réchauffement climatique et vous parlez du froid. Dans lequel nous sommes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on remet en question, surtout pas. D'ailleurs, on l'explique bien dans l'émission, mais il y aura toujours des vagues de froid, des chutes de température, et on le voit très bien d'ailleurs, à un moment donné on tourne à Montréal, et le problème de Montréal, c'est d'avoir un climat, une météo en dents de scie, où on passe de moins 20 à 5 degrés, et c'est ça qui est extrêmement compliqué, et pour l'organisme, et dans nos habitudes, dans notre vie quotidienne, c'est ce qui est peut-être encore plus difficile, c'est de passer d'une température élevée à une température très basse, et de s'adapter. Ouais, donc vous êtes parti dans le Grand Nord, justement, au Canada, où vous avez rencontré des gens qui mettent leur corps à l'épreuve, dont un homme incroyable qui nage sous la glace. Alors absolument, ça c'est Alexandre Fuseau, qui alias Docteur Fuseau, qui a plusieurs titres de champion du monde de nage dans les eaux glacées. C'est un personnage extraordinaire au sens premier du terme, puisqu'il nage dans des eaux qui ne dépassent pas 0,1 degré. Donc vous imaginez un petit peu la résistance et l'adaptation de son organisme, c'est vraiment très très étonnant de le voir faire. Est-ce on verra dans le documentaire, on voit que certains animaux se sont adaptés au froid, puisque vous parlez d'un oiseau qui entre ses ongles a des plumes pour chauffer ses pattes. Est-ce qu'il y a des insectes en fait ? Je me suis demandé si à moins 15 ou à moins 25 il existait des insectes qui volent ou qui existent. Je crois qu'il existe quelques insectes qui vivent en Antarctique, des araignées aussi, mais très très peu.
Voilà. Oui. Mais je ne peux pas vous le confirmer. C'est là, vous faites appel à ma mémoire, il me semble l'avoir lu. Mais on ne l'a pas évoqué dans l'émission. Est-ce qu'on a aujourd'hui plus de mal à s'adapter justement à ces changements climatiques? Est-ce que parce que le but de l'émission, c'est un petit peu de montrer ça aussi, c'est de voir que le froid peut être un allié si on sait se comporter. Complètement. C'est juste, vous avez donné le mot juste, c'est s'adapter. Je crois que ce qu'on a le plus de mal à faire, c'est à prendre en considération l'environnement dans lequel nous vivons. On peut vivre dans le froid à condition d'être bien équipé, à condition de ne pas faire n'importe quoi. Moi, durant ce périple, bien sûr que j'ai eu froid, mais je n'ai pas souffert. Et l'objectif, c'est ça, c'est de ne pas souffrir du froid. On le voit très bien dans l'émission, il s'agit simplement d'être bien équipé, de faire les bons gestes au bon moment, et dans ces conditions, on peut faire face à une condition extrême. Enfin, on peut perdre ses extrémités. Vous expliquez à un moment, vous bougez en disant, si je bouge pas, je peux perdre le bout de mon nez, le bout de mon oreille ou mes doigts même. Alors, c'est arrivé, hein, Mike Horn, on le voit dans le film, a perdu une phalange, et puis c'est arrivé à tous ceux qui sont partis dans le Grand Nord et qui ont eu à faire face à des températures trop élevées ou qui, à un moment donné, se sont retrouvés dans des situations où finalement, l'organisme n'a pas pu résister. Mais c'est exactement ce que l'on voit dans l'émission. Moi, quand je me retrouve au Québec, là, sur le lac Simon-Couche, je veux dire, d'un seul coup, vous avez l'impression que vous avez le visage qui dans gèle, le congélateur qui gèle et vous avez le bout du nez qui picote instantanément les oreilles, le bout des doigts. Je raconte, on le voit pas dans l'émission, mais j'ai bien sûr plusieurs couches et puis un énorme blouson. Et je me souviens qu'à un moment donné, je voulais, ça m'est arrivé une fois, j'avais ouvert mon blouson et je veux refermer mon blouson. Quand vous avez des gants, c'est impossible. Donc, vous retirez les gants et puis il se trouve que le blouson a une fermeture qui fonctionne pas très bien. Et je vous promets qu'au bout de 30 secondes, vous êtes, et c'est là où on est coincé, parce qu'au bout de 30 secondes, vous n'arrivez pas à fermer votre blouson, et le froid vous envahit, et vous êtes coincé. Donc il faut que quelqu'un referme le blouson à votre place. Incroyable. Comment vous choisissez les sujets que vous traitez dans le monde de Jamie ? Alors, on choisit des sujets qui sont dans l'air du temps, des sujets qui tournent beaucoup autour de nos éléments. Il y avait eu les tempêtes qui va être rediffusée, la France face aux tempêtes. Il y a eu la France face aux tempêtes. Là, c'est une émission sur la météo, quand la météo devient folle. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup d'émissions qui tournent autour des éléments qui se déchaînent. C'est dans l'air du temps, c'est lié aussi à ce que nous vivons au quotidien avec le réchauffement climatique. Chacune de nos émissions aussi est destinée à faire comprendre des concepts, des principes, des phénomènes qui doivent finalement vous regrettez pas qu'en France 2 diffuse il y a moins de 3 semaines sur les secrets du corps humain, sur le froid, et alors qu'ils l'avaient diffusé il y a 1 an et ils savent qu'il y a un inédit de France 3, de chez vous, une émission inédite, et ils mettent à rediffuser une émission qu'ils ont diffusée. Ah bon? C'est quand même stupide, non? Alors, quelle différence entre les deux émissions? Je n'irai pas jusque. Déjà, il y a beaucoup de différences entre l'émission de Michel et Adriana et la nôtre. Mais là, c'est vrai qu'il y a. Merci. C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y a une similitude quand même sur le très grand froid, une semaine d'intervalle diffusée. En plus, c'était une rediff. Sur la thématique. Dommage. Oui, c'est un peu dommage. Bon, maintenant, voilà, c'est fait, c'est fait. Oui, c'est comme ça. Et donc, les sujets, vous dites, c'est par rapport aux éléments. Et il y a toujours cette volonté chez vous, et ça a été évoqué par nos auditeurs, de transmettre, d'apprendre des choses. C'est quelque chose qui est ancré en vous. Oui, c'est ancré en moi depuis très très longtemps, parce que je prends beaucoup de plaisir à apprendre et j'aime retransmettre ce plaisir. Ça, c'est la première des choses. Mais je pense très sincèrement que, à propos des sujets que nous traitons, je crois énormément dans la pédagogie. Je veux dire, on passe notre temps à évoquer le réchauffement climatique, à parler de solutions. Je crois que si on n'a pas bien compris les phénomènes, eh bien, on ne peut pas bien réagir. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on nous conseille de faire quelque chose pour améliorer la situation, on envisage toujours ces gestes sous la forme de la contrainte.
Mais je crois qu'à partir de l'instant où on a compris, ça ne devient plus une contrainte, ça devient un réflexe. Et ce réflexe peut même se transformer en épanouissement. Qu'est-ce que vous répondez aux climato-sceptiques ? C'est-à-dire ceux qui disent l'homme n'est pour rien dans le réchauffement climatique. Très sincèrement, j'ai beaucoup de mal à les comprendre. J'ai envie de leur dire ouvrez les yeux, lisez les rapports du GIEC, de bon nombre de scientifiques qui sont totalement indépendants et qui constatent les phénomènes. Et pas depuis 1 an, mais depuis 20 ans, depuis 30 ans. Qu'est-ce qu'on vous a dit au Québec sur la météo au Canada, qu'il y avait des changements aussi pour eux La même chose que ce que nous vivons, nous ici, en France, avec des températures, en métropole. Et c'était assez sympa quand on a tourné dans Montréal, parce que on a tourné au moment où il y avait une vague de froid très importante au Québec. Le tournage a eu lieu il y a 1 an. On a tourné pile pendant cette vague de froid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on annonçait à l'époque des températures qui descendaient moins 30, moins 40, moins 50. Et puis, dans les jours qui ont suivi, à Montréal, la température est brusquement remontée. On est passé de moins 25 à plus 5 degrés. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ce yo-yo qui est extrêmement complexe à gérer. Toute saison, mon brave garçon. Si, quand même. À ne pas manquer ce soir, Le Monde de Jamie sur France 3, 21h05. Vous êtes aux côtés d'Églantine Émeillé, qui donne aussi de sa personne. Elle essaye d'apprendre à conduire sur la glace, entre autres, et donc dormir. Vous êtes allé dormir sous la tente par moins 35, creuser la glace d'un lac gelé pour trouver de l'eau. Oui. Et Clémentine, Églantine. Et elle y arrive. Et elle y arrive, absolument. Bah oui, c'est ce qu'il faut. Vous avez cassé le suspense. On la salue, Églantine Émeillé, si elle nous écoute. Merci beaucoup, Jamie Gourmaud, d'être venu. En tout cas, nos auditeurs regrettent vraiment le monde de Jamie. Et, il regrette. C'est pas sorcier, pardon. C'est pas sorcier, oui. Le monde de Jamie, c'est encore là. Pardon, j'ai fait un lapsus. C'est pas sorcier. Il regrette vraiment, c'est pas sorcier. Merci à vous. On se retrouve dans un instant. On va parler des éoliennes. Le gouvernement, la semaine dernière, a fait un petit peu marche arrière. Le président de la République lui-même a dit qu'il n'y avait pas vraiment de possibilité de très gros développement. Alors, on sait que c'est un sujet éminemment polémique. On va en parler dans un instant avec nos invités. À tout de suite.